Okay. Shalom, everyone. Okay, Tila, I think we'll get started. Oops, I'm not on. Okay. Shalom to everyone. And, Shalom à tout le monde. Bonsoir. Merci de venir ici participer ce soir. C'est la 5e séance, deuxième session de notre module en 2 parties sur Israël. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Israël Hess, qui a animé la dernière séance qu'on a tous appréciée. Cette fois-ci, on va approfondir le sujet du mouvement Massorti en Israël et j'ai demandé à Israël d'aborder avec nous quelques questions clés aujourd'hui dans la société israélienne et dans la politique israélienne qui ont une importance aussi bien pour le mouvement Massorti en Israël que pour le mouvement Massorti en diaspora. On s'intéresse tous à ce qui se passe en Israël. Il y en a parmi nous qui sont engagés. Et je crois que c'est important qu'on ait la perspective d'Israël Hess, qui est à la fois universitaire et quelqu'un d'engagé, un militant, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça veut dire être un État libéral démocratique comme Israël et quelles sont les implications pour le mouvement Massorti qui a une perspective résolument juive et démocratique. Je passe la parole à Israël. Merci beaucoup au rabbin Wiener pour m'avoir présenté et je remercie vous tous d'être venus ce soir et être tous ensemble avec nous, c'est-à-dire les trois, de voir Greenberg, responsable de la pédagogie du mouvement Massorti en Israël, et évidemment Tehila Reuven, qui est en ce moment à la maison en Modéine. Non, c'est à Jérusalem. Et moi-même, Israël Hess, je suis à Modéine et les deux autres, les dames, sont à Jérusalem. Ce soir, on va parler des aspects divers et compliqués qui lient et délient et dissocient l'État et la religion en Israël. On va essayer d'aborder tout le paradigme de l'État et la religion et comment, quelle influence, quel rôle ça joue dans tout. Et sous certains angles, c'est un peu pareil, assez semblable à ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, mais d'autre part, ça n'a rien à voir. C'est pas facile pour moi à avouer, mais nous, on ne respecte pas l'idée de la liberté de la religion et la séparation de l'État et la religion. J'ai commencé la dernière fois, comme je vais commencer ce soir. Des fois, quand on parle des défis dans la démocratie à la démocratie en Israël, on parle des aspects dont on est peu fier. Mais j'essaie de faire une perspective d'amour. Ça fait 10 générations que ma famille est en Israël. J'étais née à Jérusalem, j'en suis fière. Et quand j'émets des critiques
sur mon pays, je crois que c'est pour le sionisme, c'est pour l'amour du Sion et du sionisme. Et je ne veux pas qu'on mécomprenne et qu'on méprend mes critiques. Il y a des échecs, il y a beaucoup de défis, et on va parler des défis de l'État et religion, mais ce n'est pas du tout pour défoncer ou s'attaquer à Israël. Au contraire. Là, je partage l'écran. Un instant. Attendez. Voilà, ça prend un instant. Est-ce que ça marche? Oui. Il me semble que vous pouvez tous voir l'écran. Oui. Ce soir, on va discuter du fait que Israël est un État juif et démocratique. A challenge in putting these two words together. Et toujours quand je mets les deux adjectifs ensemble, juif et démocratique, c'est comme s'ils étaient opposés ou contradictoires. Ça me met un peu mal à l'aise. Et je crois que notre effort, c'est-à-dire le sionisme, de prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre un État juif et un État qui a des valeurs démocrates, et pour qu'un tel État existe, il faut voir comment réduire le chasme, le décalage entre les deux. Il y a un seul aspect de la vie juive en Israël où, ouais, j'avoue, on tire un bénéfice d'être juif, c'est-à-dire que tout juif peut venir en Israël et devenir citoyen, avoir une nationalité israélienne, et cela, c'est que pour les juifs. Et à mon avis, celui d'Israël reste, ça devrait être le seul et unique cas où les juifs tirent avantage, ont un traitement autre que tout le monde. Sinon, pour le reste, il faut que ce soit équilibré et égal. Mais on ne va pas trop en parler ce soir. Il y a des tensions entre les Juifs et les Arabes, par exemple, des défis liés au processus de paix. On ne va pas aborder tout ça ce soir, mais quand on essaie d'analyser, de comprendre l'idée d'Israël comme un État juif et démocratique, il faut aussi en parler, peut-être consacrer toute une séance. Il y a quelques années, on avait un devise, nous, on a créé une publicité c'est-à-dire juif et démocratique en une parole ou inversé. Évidemment, c'est un jeu de mots, Zachor et le Shmor, la mitzvah pour Shabbat. Il faut à la fois se souvenir et observer ou garder. Et notre président l'avait répété. Verse of President Rivlin, Jewish Donc, il s'appuie sur le verset, mais il met l'accent aussi sur l'être juif, pour ainsi dire, et l'être démocratique. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Hein? Ce n'est pas si simple. Je reviens au tout début. Cette image que vous voyez maintenant sur l'écran,
C'est une image j'ai passé des heures à regarder cette image quand je l'ai découvert il y a quelques années, juste en ligne. J'ai passé beaucoup de temps à analyser cette image. On ne peut pas se tourner les yeux de cette image. Et quand on analyse une image, c'est un peu un midrash. Il y a beaucoup de commentaires à émettre si on traite cette image comme un texte. Mais pour moi, ce qui domine, c'est les yeux des gens qui figurent sur cette image. Regardez leurs yeux. Presque tous ont des yeux qui transmettent une histoire de la joie, de la fierté, du contentement. Ils vivent un moment historique et ils le comprennent. Et effectivement, cette photo a été prise à Tel Aviv au mois de novembre 1947. Comme nous savons, le 29 novembre 1947, l'idée de la partition, de la division a été votée. Et tous les Juifs qui habitent en Israël en 1947 spontanément sont sortis dans la rue, ils dansaient, ils criaient, ils chantaient, ils étaient tous heureux. Attendez. Cette image a été prise au cœur de Tel Aviv, à côté d'un cinéma connu, Moabit, qui n'existe plus, le square non plus. Mais ce square à l'époque était le lieu où se rassembler pour tous les rassemblements. Vous vous souvenez du square Rabin, le même square avant d'être le square Rabin était un lieu de rassemblement et là c'est pareil. Ces Juifs se rassemblaient pour deux motifs, pour deux raisons. D'abord, parce que de là, 6 mois plus tard, David Ben Gurion allait lire la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël 6 mois plus tard, mai 1948, et également grâce aux valeurs du sionisme depuis le début. Le sionisme est un mouvement qui est fier d'insister sur des valeurs qui nous interpellent tous, même aujourd'hui. Une des phrases de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qu'on voit sur l'écran. Bon, ce n'est pas une constitution, ce n'est pas la constitution. Israël n'a pas de constitution à proprement parler. On a une loi commune, pour ainsi dire. C'est un système ou une culture politique britannique. En héritage des Britanniques qui gouvernaient en Israël. Chaque mot de cette déclaration d'indépendance était pensé et réfléchi. Je vous lis une des phrases qui devrait nous guider dans notre analyse des défis de la démocratie israélienne. Et là, vous le voyez en 4. L'État d'Israël assurera l'égalité des droits sociaux et politiques de tous les habitants
peu importe leur religion, l'État se portera garant de la liberté de religion et de la conscience. Nous, on va vérifier cette promesse qu'on s'est faite en mai 1948, mais avant ça, une petite note de bas de page. Cette déclaration d'indépendance était signée pendant la guerre d'indépendance. Things that some of us remember because our relatives. D'aucuns se rappellent parce qu'on avait de la famille qui vivait à cette époque-là. Mes parents vivaient en Israël. Mon père a fait son alia de l'Allemagne dans les années 30. Ma mère fait partie des générations qui avaient émigré bien avant. Beaucoup de gens sont morts dans la guerre d'indépendance. Malgré cela, malgré toute l'horreur, nos représentants, nos hommes et femmes politiques tenaient à signer un document pour assurer la nature et le caractère démocratique du sionisme et de l'État d'Israël. Il faut se rappeler de ça. Si David Ben Gurion avait dit, écoutez, on est en pleine guerre, on va discuter de comment régler et mener notre gouvernement dans quelques mois, personne ne se serait opposé. Mais pour Ben Gurion aussi, c'était très important d'assurer un accord, un consensus sur nos valeurs. Deuxième remarque, cette déclaration était écrite quelques 40 jours avant qu'elle ne soit signée. Et celui qui a rédigé la première version était un rabbin conservatif, très cultivé, qui avait émigré en Israël dans les années 30. Il est venu des États-Unis. Il était formé en histoire et en littérature. Son nom m'échappe. Oh là là, Dvorah, tu te rappelles de son nom? Non? Rav. Oh là là. J'ai un blanc. J'ai un trou. Il n'avait pas envisagé de s'installer en Israël, mais après qu'il ne soit venu en visite, il a décidé d'émigrer. Il était un connaisseur de Shakespeare. Il a traduit Shakespeare vers l'hébreu. Ces traductions, on nous a étudié quand moi, Israël était au lycée encore. Quand David Ben Gurion cherchait quelqu'un pour rédiger ces documents, il a demandé au responsable d'Istadrout. Le responsable d'Istadrout c'est un avocat, très bon avocat, mais ne se sentait pas à même de rédiger un tel document, une déclaration d'indépendance. Pour sa résonance, attendez, ça me gêne trop que son nom m'échappe. Je reviens dans 2 secondes. J'ai très honte. J'ai trop honte. Je ne peux pas continuer sans retrouver son nom. Okay. Davidovich, Rabbi Davidovich. Le rabbin Davidovich, je vais vous montrer dans 2 secondes une image où il figure.
sa photo, quoi. Okay, I didn't plan on showing this. Alors, je n'avais pas eu l'idée avant de vous montrer cette image, mais il faut saisir l'occasion. Je me sens mal d'avoir oublié son nom. J'aimerais lui donner, l'honorer. Donc, voilà, le rabbin Davidovich est en train de parler, il est devant le micro. À côté, c'est le chancelier du séminaire juif théologique. J'ai aussi oublié le nom du chancelier. Je crois que cette photo a été prise en 1953. C'était à l'occasion du doctorat d'honneur octroyé à David Ben Gurion. Ça se passe à Jérusalem à l'insistance de David Ben Gurion. Et le rabbin Davidovich est celui qui donne le discours. Il n'était pas connu comme rabbin en Israël. En Israël, on l'a connu plus comme traducteur de l'anglais vers l'hébreu, surtout, encore une fois, par rapport à Shakespeare, mais c'est celui qui a rédigé la première version de la déclaration d'indépendance. Maintenant, si vous étudiez, si vous connaissez bien la déclaration d'indépendance des États-Unis, vous allez retrouver quelques éléments de cette déclaration dans la déclaration d'indépendance d'Israël. Et c'est le rabbin Davidovich avait trouvé des astuces merveilleuses pour inclure et en même temps ne pas mentionner Dieu dans notre déclaration d'indépendance en Israël. Il y avait des membres de l'organisation sioniste mondiale qui insistaient qu'on fait mention de Dieu et d'autres qui n'étaient pas d'accord. Il a trouvé sous Israël. C'est une façon de désigner Dieu, mais ça veut dire aussi pierre d'Israël. Donc, on peut le lire comme la pierre d'Israël qui nous a donné l'esprit qui nous a motivés à créer. Et d'aucuns d'autres avaient pu le lire comme une façon poétique d'évoquer Dieu. Maintenant, on revient à nos moutons, la question de l'État et la religion. Ce que je voulais vérifier, ce dont je voulais parler, c'est où en sommes-nous par rapport à ces promesses. Et nous, dans le pays, dans la terre d'Israël, où sommes-nous par rapport à ces promesses? On va parler maintenant d'un document primaire, fondamental, dans l'histoire d'Israël. Il y en a quelques-uns qui ont encore une influence énorme en Israël, comme la lettre que vous devriez voir aujourd'hui, mais qu'on ne voit pas sur l'écran. En 1947, les Nations Unies
avait envoyé un comité It was a special pour committee that was named United Nations Special Committee to Palestine. And Ben Gurion knew, David Ben Gurion, who was the head pour of voir ce qui se Israel passait for entre les Juifs et les Arabes. that David Ben commission Gurion would be savait que probably the last one ces that would be comités sent to Israel in allait order être to probablement le invest dernier à venir to en Palestine recommend to the UN pour whether a Jewish donner ses state recommandations. would Est-ce be qu'il a fallait, viable idea in the Middle East. fallait And he prepared approuver himself et very créer un État d'Israël, un État juif ou seriously pas? to the testimony Donc, he wanted to give. David And Ben the Gurion a thing bien, that bien he soigné son was témoignage. fearful from is that Avait he will peur not be observed as the sole leader de ne of pas this être considéré comme le seul chef ou le seul responsable de la population juive en Israël. Évidemment, à l'époque, il y avait plusieurs groupes à l'époque. Oui. Évidemment, il était le chef, mais il n'était pas le seul. Cela dit, il voulait que tout le monde comprenne que si on laissait les Juifs là, avec les Arabes pour créer un État, ça allait être faisable, ça pouvait marcher. Donc, il avait peur qu'il y ait d'autres chefs, d'autres responsables derrière lui pour s'y opposer et s'opposer à ses discours. Donc, lui, il était un homme politique assez malin. Donc, il avait écrit cette lettre, ce texte à Histadrut, et dans sa lettre, il a donné sa promesse au parti orthodoxe que si l'État d'Israël fut créé, des éléments seraient Elle explique le problème technique, qu'on ne voit plus le PowerPoint. Il a oublié de reprendre l'image. Et lui, il regrette, il fait ses excuses, il se dit alors je parlais qu'à moi-même. Et Tehila lui dit non, on a regardé une belle image, ça allait quoi, mais là, voilà. Voilà, on voit maintenant l'image avec l'épître sur le statut. Par ailleurs, j'ai recherché pour savoir qui est la dame aux côtés de David Ben Gurion, mais je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas qui est cette dame. C'est peut-être la secrétaire. Bon, là, il témoigne comme j'ai décrit. Et voilà la lettre, l'épître. Il y a 4 éléments. Et globalement, Ben Gurion avait promis au Parti orthodoxe que avec la création de l'État d'Israël, ces 4 éléments sous leur responsabilité, la responsabilité des partis orthodoxes. 1, que le jour de repos sera Shabbat, mais c'est quand même un peu évident. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mais est-ce que ça veut dire vraiment est-ce que ça doit vouloir dire qu'il n'y a pas de transport public, qu'il n'y a pas de... Et pourquoi est-ce nécessaire? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit comme ça? Ça veut dire que seuls ceux avec des moyens, avec des voitures, peuvent se déplacer. Ça veut dire que si votre petit enfant habite Haïfa et vous êtes à Tel Aviv, vous ne pouvez pas le voir Shabbat
si vous ou lui, s'il n'y a pas de voiture, c'est très cher par taxi. Donc, ça, c'est un exemple d'un principe, c'est-à-dire le Shabbat comme jour de repos, qui est un bon principe, c'est normal, c'est évident, mais tout ce qui vient avec, c'est absurde, c'est grotesque, ce dont les orthodoxes ont fait de cette idée. Pardon, ce que les orthodoxes ont fait de cette idée. Désolé. Autre chose, l'éducation. Ils avaient raison d'avoir peur et ils avaient peur que Ben Gurion allait mettre sa main sur leur système d'éducation. Il avait une vision, il envisageait de rassembler tout le monde et ils avaient très peur que leurs enfants allaient être obligés d'étudier des éléments qui ne sont pas consonants avec leur façon d'aborder le monde. Ils insistaient sur l'autonomie d'éducation chez eux. Je crois, Ifrares, qu'ils n'avaient pas tort, eux. Ben Gurion a fait en sorte que l'éducation publique en Israël était plus ou moins dans ce courant. Mais là, alors qu'à la base, je peux dire qu'ils avaient raison de vouloir de leur autonomie dans l'éducation, mais ils ont poussé à l'extrême et on arrive à l'absurdité. Par exemple, leur autonomie permet à ce que les écoles orthodoxes soient selon les cours chassidiques divers, que des rabbins, que des rabbins. Mais même dans ces écoles, l'éducation n'est pas égale entre les filles et les garçons. And when it comes to the public schools in Israel, it would be en plus, le nombre d'élèves dans les classes, chez les orthodoxes, on arrive à peut-être 20 élèves et en éducation publique, on arrive à 28 ou plus pour chaque classe. Donc, il y a des inégalités qui en résultent aussi bien parmi les orthodoxes que dans la société israélienne. J'aimerais consacrer quelques phrases à un aspect qui me gêne peut-être le plus. Évidemment, le mariage et le divorce. Comme je vous ai dit, Ben Gurion était un grand homme politique, on lui doit beaucoup, je le critique, mais il faut se rappeler que sans lui comme chef, comme prophète, en fait, on n'aura pas l'État d'Israël aujourd'hui. C'était lui qui comprenait vraiment en 1948 que c'était le moment de déclarer l'État. C'était lui qui a créé tout ce qui est fondamental pour l'État d'Israël. C'était un juif, il connaissait le Tanakh, la Bible, la Torah par cœur, ou bien il voulait que tout le monde le pense. Il n'aimait pas, dans la tradition juive, tout ce qui était écrit ou développé en dehors de l'État d'Israël. La Gemara, le Talmud Bavli, tous ces textes même qui étaient développés en dehors d'Israël, ils n'étaient pas très chauds pour ça. Maintenant, en même temps,
Il faut comprendre que bien que socialiste, bien qu'athée, pardon, il croyait profondément que Dieu était un mythe, que le judaïsme en tant que religion allait prendre sa retraite dans l'histoire du monde. Il croyait que tout le monde allait comprendre bientôt que la religion est un mythe. Moi, quant à son épître, sa lettre du statu quo d'Israël, il a pensé que, bon, il ne cédait pas beaucoup, ça n'allait pas rester pertinent. La majorité des Juifs n'allaient pas suivre des règles, des comportements. Il n'y avait rien à voir avec leur. Il me semble que j'ai aussi une photo de lui avec sa femme, Paula. Attendez, c'est quelque part. Je vais voir. Bon, voilà. Il ne s'est pas marié avec Paula, sa femme. Voilà leur tombeau. Je suis sûre que vous êtes allés vous recueillir sur leur tombeau. Il s'est marié avec Paula dans un mariage civil à New York. J'ai une fois rédigé un article à ce sujet. J'ai appelé son petit-fils pour ne pas me tromper. J'ai appelé son petit-fils et je lui ai demandé de me confirmer les faits sur le mariage de Bob et son Vader. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, ils n'ont pas eu un mariage religieux, un mariage juif, qu'un mariage civil. Donc, quand Ben Gurion avait rédigé cette lettre, cet épître, il était certain que ça n'allait pas influer sur la vie à venir des Juifs en Israël. Cela dit, je voudrais partager avec vous cette carte de la liberté du mariage partout dans le monde. Et comme vous pouvez voir, Israël est en noir, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, d'énormes contraintes en Israël. Vous ne pouvez pas avoir votre mariage mené par le rabbin Wiener parce que l'État ne reconnaîtra pas un mariage mené ou officie un rabbin massorti conservatif réformé. Donc, on partage la couleur noire avec des pays avec qui on n'a aucun autre lien. Israël est le seul pays occidental où les Juifs n'ont pas la liberté de religion. La seule démocratie au monde où les Juifs ne célèbrent pas la liberté de religion, c'est l'État d'Israël. C'est absurde. Ça me frappe encore et encore. Si vous voulez que ce soit votre rabbin qui officie à votre mariage et votre rabbin n'est pas reconnu par l'État, le mariage ne sera pas enregistré en Israël. Je suis fière de vous dire qu'aujourd'hui, 20% des mariages des Israéliens ne sont plus célébrés par les rabbins orthodoxes en Israël. 20% s'opposent. On est très actifs dans cette arène. On célèbre des mariages, nous, en Israël, ainsi que des divorces, des guillotines, par défaut. Mais c'est pas que c'est pas permis. C'est en fait illégal. On a arrêté un de nos rabbins parce qu'il avait mené officier un mariage. C'est la seule et unique fois.
depuis lors, on n'arrête plus des rabbins non orthodoxes, mais ça reste la loi. On risque 2 ans de prison. Et là, ça, pour moi, Israël reste, ça rend Israël moins juif et en tant qu'État juif, et ça rend Israël moins démocratique en tant qu'État démocratique. Ça veut dire que beaucoup d'Israéliens sont dégoûtés de la religion juive. Ça veut dire qu'ils ne se marient peut-être pas, ils vont à l'étranger. Mon ami est allé au rabbinat pour se marier et il m'a dit, écoute, après ce mariage, je veux plus célébrer, je veux plus fêter Pessah. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, je crois qu'on arrive au moment où c'est évident qu'on ne tolère plus, ou pas beaucoup plus. Il y a déjà quelques aspects de cohabitation, de mariage par loi commune, où quelques autorités, quelques municipalités, par exemple, acceptent maintenant la cohabitation, comme si ça équivoquait au mariage. C'est juste au niveau des villes, c'est juste au niveau municipal, mais ça commence de bas en haut, ça commence par le bas. Mais quand même, j'espère que ça va alléger un peu ou détendre un peu ce conflit. Maintenant, j'aimerais répondre un peu de la conversion et la mikveh comme ça illustre, est un bon exemple pour parler de la conversion. Jusqu'à 2002, seules les conversions orthodoxes émises en Israël étaient reconnues par l'État. Mais depuis 2002, maintenant, l'État reconnaît les conversions massorties aussi bien que les conversions réformées. C'est super. On les enregistre, on les inscrit comme juifs au niveau du gouvernement, mais ils ne peuvent toujours pas se marier. On est inscrit en tant que juif en Israël, mais ni vous ni vos enfants ne peuvent se marier de façon officielle en Israël parce que c'est les orthodoxes qui gouvernent quant au mariage. Ça fait 25 ans qu'on lutte par rapport à la conversion. Si vous vous convertissez à l'étranger par une communauté reconnue, réformée, conservative, et c'est une communauté reconnue par le mouvement et que le Beit-Din est valable, l'État d'Israël vous permet de faire Aliyah et vous allez être enregistré et inscrit en tant que juif converti. Mais encore une fois, au moment où vous voulez vous marier ou vos enfants vont se marier, ben non, ça ne passe pas. Le mariage reste un obstacle. C'est presque toutes les semaines où il y a des cas par rapport à la conversion qui nous brisent le cœur. Il n'y a pas si longtemps, il y avait l'histoire de quelqu'un venu à nos bureaux. Elle a partagé son histoire avec nous. Anna a émigré, a fait son aliyah dans les années 90. Elle était un enfant encore.
de l'Union soviétique à Of course, l'époque. to make Aliyah. Sa mère n'était pas juive, son père, oui. Elle habitait, elle vivait à Rishon LeZion. Elle était élevée en tant, enfin, elle était à l'école publique. Le cycle de vie tournait autour du calendrier juif. Selon la halakha, elle n'était pas juive parce que sa mère n'était pas juive, mais son foyer était comme tout foyer juif en Israël. Elle a fait son service militaire. Il voulait qu'elle se convertisse. Il y a un programme. Elle ne voulait pas. Plus tard, quand elle était étudiante à l'université de Tel Aviv, elle voulait se convertir. Donc, elle s'est dit, bon, je veux faire ça de façon sérieuse. Donc, elle a suivi les cours de conversion orthodoxe. Elle a étudié et le jour de son Beit-Din, elle était acceptée, elle était allée au mikveh pour le bain rituel. Et elle a fait le mikveh et en fait, elle était juive. Mais il y a un moment technique ou administratif entre le Beit-Din et mikveh et la réception du certificat. Et ce n'est qu'une période administrative technique. Pendant ce court moment, elle a rencontré un autre étudiant. Ils ont eu une aventure et ils se sont décidés de se marier. Ils sont allés au grand rabbinat pour ouvrir le dossier. C'est une telle histoire. Et donc, ils sont allés pour poser leur dossier et le tribunal des rabbins ont regardé le dossier et les rabbins avaient demandé à ce qu'elle sorte. Ils voulaient parler au futur mari seul. Ils lui demandaient au futur marié, Kobi, est-ce que vous gardez le Shabbat? Vous êtes Shomer Shabbat? Et lui, il a dit, bah, ça veut dire quoi pour vous, Shomer Shabbat? Je respecte les traditions juives. J'apprécie Shabbat. Oui, oui, est-ce que vous allez à l'office Shabbat à la synagogue? Et lui, il a répondu, bah, nous, on habite à Tel Aviv. Mais mon grand-père m'a élevé à Ashdod et tous les quelques semaines, je vais à la Sina avec mon grand-père. Attendez. Vous êtes à Tel Aviv, lui, il est à Ashdod. Et comment est-ce que vous allez à Ashdod le Shabbat? Ah, je conduis ma voiture. Attendez, vous conduisez le Shabbat? Alors, vous mangez kasher? Vous observez le kashrut? Alors là, le futur mari, Kobi, a pigé. Et il s'est dit, mais est-ce qu'il faut que je monte? J'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'il faut que je monte? Et il a dit, oui, je mange kasher, mais pas forcément, parce qu'il voulait les provoquer un peu. Hein. Mais il avait le sentiment qu'il ne devrait pas être obligé de mentir. Ils l'ont remercié, merci. Ils ont rappelé Anna, cette fille, et ils lui ont dit, écoutez, si vous allez vous marier avec un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, ça veut dire que vous n'avez rien compris de tout ce que vous avez étudié avant la conversion. Et alors, ce n'est pas uniquement que vous n'allez pas recevoir votre certificat de conversion, mais on l'annule. C'est annuler votre conversion. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est extraordinaire, cette histoire. Mais en fait, non. En Israël, ça arrive comme ça se passe comme ça, très, très souvent.
to different stages in your Ça life. veut dire que cette histoire de conversion court après vous Live an pendant, sur toutes les étapes de votre vie. Si le rabbinat comprend ou pense que vous ne menez pas une vie orthodoxe, il vous menace, il vous annule. Elle est venue se réfugier en quelque sorte chez nous. Et nous, on lui a donné une conversion sortie. Elle s'est mariée chez nous. Tout est selon la halakha pour nous, mais ça reste injurieux, ça reste grotesque. Nous, en tant qu'Israéliens, on demande, on exige que les Palestiniens nous reconnaissent comme l'État des Juifs et nous-mêmes, on ne reconnaît pas tous les Juifs. J'en suis peu fière. J'aimerais parler d'autres aspects aussi. J'aimerais aussi laisser un moment pour des questions. Mais en bref, on va parler de cache-route. Vous allez vous rappeler que les partis orthodoxes, Ben Gurion les avait donné l'autorité sur le cache-route et avait assuré le cache-route dans son épître sur le statu quo. Bon, on peut comprendre que si on a pour le service militaire, il faut que tous les Juifs puissent manger ensemble autour d'une table, que tout soit cuisiné dans une cuisine. Il me semble évident que pourquoi pas que toute la nourriture soit préparée avec un hashgacha orthodoxe. Mais est-ce que ça veut dire que le cache-route doit être le monopole des orthodoxes? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que avec qui dit monopole, dit corruption. C'est pas parce que l'orthodoxie est corrompue, ça dit noblesse. C'est pas de tout ça. Chas v'chalila. Oh, cela dit, vous pensez à n'importe quoi, n'importe où. Le monopole ouvre la porte à la corruption. Et en fait, en Israël, c'est connu. Il y a des centaines de cas, des centaines d'affaires de corruption par rapport au cache-route. Challenges of corruption, this is true. But I would like to Le monopole génère des défis contre la corruption, mais j'aimerais aussi parler des valeurs qui sont associées. Voilà une histoire d'un vignoble. Il y a quelques années, un monsieur nous a appelé du Negev qui cherchait la hashgacha ma sortie sur son vin. Je lui ai dit, écoutez, vous connaissez la loi, c'est interdit. Sauf le grand rabbinat peut vous donner un certificat contre le cache-route de votre vin. Et pour dire kasher, pour utiliser cette désignation et cet adjectif, ça doit émaner de leur part. C'est peut-être une question d'argent. Moi, je croyais que c'était parce qu'ils cherchaient quelque chose de meilleur marché auprès de nous, de dépenser moins d'argent. Il a dit non, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Je ne peux pas accepter ce qu'ils me demandent. Ils insistent que j'embauche un mashgiach 24 heures par jour, 6 jours par semaine. Et moi, j'ai une toute petite entreprise. Je ne peux pas embaucher quelqu'un comme ça. Mais eux, ils insistent. Ils me disent que moi, le propriétaire, ne peux pas toucher au tonneau. Parce que si je cherche au tonneau, ça les rend impurs ou pas cachers, trèfle.
parce que moi, je conduis le Shabbat. Et il a raison. Selon l'analyse orthodoxe de Halakha, si vous n'observez pas la Halakha, vous ne pouvez pas produire du vin kasher. Ça date du XIIe siècle en France, mais bon, c'est vrai. Chez les orthodoxes, c'est comme ça. Et lui, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon vin. Je ne fabrique pas, je ne cuisine pas de ketchup. C'est pas possible pour moi de ne pas toucher à mes tonneaux. Il me demande aussi que je vire mon employé depuis 25 ans qui est bédouin. Et il est comme un deuxième père pour mes enfants. On est tellement proches l'un d'autre. Mais selon la loi et la halakha orthodoxe, un non-juif ne peut pas participer à l'industrie, pour ainsi dire, du vin. Et moi, je ne peux pas croire que c'est la seule façon de comprendre la halakha juive quant au vin. La halakha, pardon, quant au vin. Vous connaissez peut-être Elliot Dorff de Los Angeles, qui a écrit une grande responsa sur le vin, comment on travaillait avec, autour, tout en respectant la halakha, et que peut-être à notre ère, les idées qui remontent des siècles ne sont plus pertinentes. Il a dit, je veux bien du vin kasher, mais je ne peux pas, c'est intolérable, a dit le monsieur du Negev. Moi, je ne suis pas fière de la solution qu'on a trouvée, mais je vous dis ce qu'on a fait. Parce qu'on ne peut pas mettre le mot kasher sur l'étiquette. On ne peut pas émettre ce certificat. Mais ce qu'on a fait, c'est que sur chaque bouteille, on a mis une espèce d'exonération, un démenti, qui est une notice plus ou moins légale, qui dit, selon l'État d'Israël, ce vin n'est pas kasher, mais pour nous, le mouvement Mass Sorti, nous pouvons certifier qu'il est kasher. Ce monsieur ne pouvait pas accepter que ces valeurs ne suffisaient pas pour le rabbinat, le grand rabbinat. J'aimerais aussi, par ailleurs, vous dire que ce vin est superbe. Dans le Negev, c'est difficile de produire un bon vin, mais on est fier que ce vin porte notre hashrecha. C'est OK, ça va comme vin. The state of Israel, one of the symbols of Judaism, one of the symbols of Jerusalem after 1967 is of course. Un des symboles de Jérusalem depuis 1967 est bien sûr le Kotel, le mur occidental. Ces images datent du début du XXe siècle, à l'époque des Ottomans et puis les Britanniques, qui ne permettaient pas une mechitza. Ces images sont très, très importantes parce que ça montre que sans mechitza, tous les Juifs se sont bien débrouillés. Le kotel importait plus, l'importance du kotel primait sur cette histoire de mechitza. Maintenant, beaucoup d'années plus tard, quelque chose qu'on a fait pendant de longues années était de lutter pour l'égalité, pour que ce soit égalitaire devant le kotel. Là, c'est les années 80, 2 fois par an,
Shavuot et Tisha B'Av, on est venu prier jusqu'à 1996, quand il y avait une violence inouïe contre nous et on nous a chassés. Donc, en l'an 2000, l'arche de Robinson était offerte comme une solution éventuelle. Je suis sûre que vous avez déjà vu des images. Ça a fait des gros titres dans des journaux non juifs aussi bien que juifs, le New York Times par exemple. Une juive arrêtée parce qu'elle mettait le talit, le châle de prière. Cela a donné un visage au défi que nous, on voulait vraiment résoudre. Je dois vous dire que on n'était pas d'accord avec nos amis réformés. On avait cru que la solution de l'arche de Robinson pouvait aboutir. Vous voyez, ce que je montre à votre droite, c'est l'arche de Robinson, qui est en fait le prolongement du mur du temple. Voilà où se trouve le côté égalitaire. Depuis 2005, on prie là. En cette zone-là, ça nous a pris 4 ans entre 2000. Non, pardon. De 2016 à 2018, donc 2 ans, on a négocié pour trouver une solution digne pour ce lieu qui ressemble au Kotel. Et on pensait y arriver. On a signé un accord au mois de janvier 2018 avec le gouvernement. Cet accord créait l'idée d'une partie égalitaire pour le hôtel. Mais malheureusement, comme on sait, 6 mois plus tard, Netanyahou a annulé cet accord. Et depuis, on en souffre, on en pâtit, pardon. C'est une blessure qui continue à saigner. Là, vous voyez l'image, une des images des négociations. Some of them are involved in the court case. Quelques-uns de ces hommes politiques sont encore au gouvernement, dont notamment Netanyahou. Il y a les rabbins Stefanik et Schoenfeld, les responsables de l'Assemblée rabbinique. Malheureusement, on a mis de côté cette solution. On espère toujours, parce qu'on fait appel dans les cours, et donc il y aura une audition à la Cour suprême au mois de novembre. Donc, on espère remettre cet accord à jour. Dernière chose dont je voulais vous parler maintenant, c'est une question économique ou financière. Ce n'est pas juste la discrimination quant au mariage
conversion cash-route. Mais le plus grand obstacle se manifeste dans le budget. C'est presque $1 milliard par an que le gouvernement donne alloue au parti orthodoxe. Ça veut dire que le plus grand obstacle dont nous souffrons en Israël, c'est qu'on ne peut pas partager l'histoire. On n'a pas une voix pour raconter notre histoire. Non. Nos mains sont ligotées derrière nos dos. On ne peut pas effectuer des changements. Le gouvernement d'Israël verse des salaires à 3000 rabbins. Mais ce ne sont que des rabbins orthodoxes. Ça veut dire qu'on ne peut pas, aussi nous, avoir des rabbins partout. On n'a pas droit au chapitre. Et cet aspect économique, l'allocation d'argent du budget est primordial. Si on pouvait changer l'allocation de l'argent, tout changerait. Il y a des jours où je suis plus optimiste et les jours où j'en suis moins. Mais il faut résoudre ce problème. Je m'arrête là. J'avais parlé un peu plus que je ne voulais. Je vais laisser un peu plus de temps pour des questions et réponses, mais j'ouvre aux questions, s'il vous plaît. Donc, soit dans le chat, soit... Oui. Je crois qu'on va faire comme auparavant. On a un peu dépassé l'heure, mais si vous avez une question, mettez les questions dans le chat ou la conversation, conversez, et puis on va vous appeler pour poser la question de vive voix. Okay. You showed so many things with us. I think the people are a little bit dumbfounded. Écoutez, Israël, vous avez tellement vu avec nous que je crois que tout le monde est un peu sonné pour l'instant. Bah, écoutez, ça va aussi. Hop, hop, il y a une question. Chaim, we have some questions in the chat box. Yeah. Hi, So, Terry. I'll just quickly. I'm sitting here so Oh, dumbfounded. je suis un peu abasourdie. Je suis tellement reconnaissante pour votre conférence. Je suis américaine d'origine, mais j'habite en Suède depuis 30 ans. J'ai combien ça m'émerveille à quel point on pose les mêmes questions dans tous les pays. Et ça me motive pour travailler autour des questions du mariage, la conversion, le cache-route, les questions qui ont un rapport avec le pouvoir, le contrôle. So it really, I feel very heavy, and but Je me sens lourde, mais motivée pour trouver ensemble des solutions pour que chacun puisse vivre son judaïsme à son gré.
Je ne crois pas. Et je me dis, oh là là, même à Gothenburg, une petite ville, on se pose la même question. Je sais qu'on va trouver ensemble des solutions. Merci, merci. Bon, je vois ici des questions sur les conversations. Qu'est-ce que ça veut dire liberté de mariage? Ça veut dire que chacun peut choisir avec qui se marier et comment. C'est évident que tout État que tout État doit tenir un registre de mariage. Et ce n'est pas si évident que l'État devrait intervenir pour dire avec qui on peut se marier et comment. L'État d'Israël dit qu'on ne peut se marier que d'une seule façon ou qu'on ne peut se marier qu'avec quelqu'un qui est né dans la même religion. Et moi, je ne crois pas que des démocraties devaient s'en mêler. Ce n'est pas démocratique. Autre question, quelle est une perspective réaliste pour l'avenir? Comment changer pour l'avenir? Bon, écoutez, ça dépend. Dans l'arène politique, comme on sait, l'Israël se penche vers la droite, aussi bien au niveau politique qu'au niveau religieux. Cela dit, ailleurs, en dehors de la question politique, ça change. Rappelez-vous que 20% d'Israéliens ne se marient plus selon la loi orthodoxe. Et aussi, je vous signale que les droits des lesbiens, gays, trans sont respectés. Le gouvernement comporte 2 ministres ouvertement affichés gays. Dont le ministre de la Sécurité de l'Intérieur. Et il donne des interviews partout, même sur la radio Haredi. Et on sait qu'il s'est marié aux États-Unis, qu'ensemble, ils avaient adopté un enfant. Et donc, en même temps, on voit des tendances plus frum et plus fermées. Et par contre, on voit aussi une tendance plus ouverte. C'est complètement fou, notre moment politique. Mais en Israël, comme vous savez, hein, mais ça va arriver à être plus, enfin, à la fin, ça va devenir plus ouvert en Israël. Nous augmentons nos communautés, plus de 90 kilotes. Vous vous rappelez que de plus en plus d'Israéliens s'identifient en tant que majorité ou prennent leur propre perspective sur leur identité juive. Comme l'État comprend que c'est bénéfique politiquement, c'est plus rentable, pour ainsi dire, d'être plus ouvert, ça va changer. En plus, je vous rappelle que c'est mieux d'être optimiste que de ne pas être optimiste. Israël, je saisis l'occasion pour vous remercier. On a dépassé notre horaire par 15 minutes. C'est notre maximum. C'était fabuleux comme conférence. Et c'était une belle fin pour cette partie de notre série. Encore une fois, j'aimerais remercier tout le monde
Là, on va marquer une pause estivale et j'espère vous retrouver à la rentrée. On va essayer avant les fêtes de Tishrei de vous envoyer un programme pour l'année prochaine. Et sa prochaine étape, d'autres aspects de mouvement Massorti partout dans le monde. Merci à tout le monde d'Israël, de Vora, les organisateurs, et j'espère vous retrouver bientôt. Bon été à tous et à toutes. Bonne soirée. Shalom, shalom.